nous allons sur la conclusion. Que veut la nouvelle génération pour le système de santé de demain? Et donc, nous avons à la fois l'ISNI et la FNESI. Nous allons commencer par Gaëtan Casanova, président de l'ISNI. Merci, monsieur le président, en tout cas d'être présent parmi nous. Gaëtan Casanova, vous êtes président de l'ISNI, l'intersyndicale des internes. Vous avez un parcours atypique. D'abord juriste, ensuite interne. Faites partie de ceux qui ont fait un master 2 de droit pour ensuite faire l'équivalence pour aller en deuxième année de médecine. Vous avez alerté régulièrement les pouvoirs publics sous la condition des internes. Donc, monsieur le président, que veut la nouvelle génération? Comment il faut réformer la France? Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Vous m'excuserez pour une fois de ne pas être en présentiel, mais c'est pour une très bonne raison. Je vais paraphraser un western assez connu. Je crois que l'humanité se divise en deux catégories, ceux qui sont positifs au Covid et ceux qui sont cas contact. Moi, actuellement, je suis positif et symptomatique. Donc, je vous épargnerai ce bien mauvais cadeau, mais croyez-moi, le cœur y est, j'aurais été ravi de partager ce moment avec vous. Alors, je crois, enfin, je suis même certain que les sujets que vous avez traités, au fond, ils répondent à ce que l'on veut demain. C'est évidemment les grands sujets. Donc, s'il y avait 4 mots, il y en a un peu plus, mais en tout cas 4 thèmes que je voudrais évoquer rapidement, c'est démocratie, pluriprofessionnalité, santé globale et numérique. Vous allez dire, c'est très bien, il a pompé sur le planning de la journée. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et ce que moi je vois là-dedans, est-ce que les internes voient là-dedans? Sur la question de la démocratie, s'il y a bien un élément sur lequel il fallait insister, c'est lorsqu'on a évoqué en propos préliminaires toute la question de la gouvernance et des territoires. Eh bien, moi je pense, et on pense que la gouvernance, elle doit être plus juste. Plus juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas un mot creux. Plus juste, c'est être plus proche des territoires. Je vais encore faire mon Toulousain, mais ça veut dire que il va peut-être falloir penser aujourd'hui à réfléchir la santé, non pas comme une administration régalienne qu'on peut être la justice ou la défense, mais peut-être qu'elle soit plus proche des territoires et peut-être faut-il penser un jour à la décentraliser et notamment à lui faire échapper à ce parisianisme énarquien qu'on ne connaît que trop et qui lui cause beaucoup de tort. La seconde chose, évidemment, c'est d'en finir, et c'est tout à fait lié avec le début, c'est d'en finir avec la confusion entre le grade et la fonction. En gros, ça veut dire tout simplement en finir avec le système de corps ou je dirais même plus le système de caste. Ce qui veut dire par là, c'est que aujourd'hui, le système de santé que les internes connaissent le plus, qui est le système hospitalier, il y a ce que j'appelle cette hydre managériale, c'est-à-dire d'un côté l'aristocratie médicale universitaire et d'autre côté les directeurs d'hôpitaux. Dieu sait qu'il y a plein et à la fois de bonne volonté, de très grandes compétences dans ces deux corps, mais malheureusement, et on le voit dans ce domaine comme dans un autre, lorsqu'on confie l'intégralité de la gouvernance d'une institution à un corps prédéterminé, qu'est-ce qu'on fait? On est moins efficace, on se prive de compétences et à la fin, on fait fuir les gens tout simplement. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et quand je parle de gouvernance plus juste, c'est aussi une gouvernance plus inclusive, le mot est à la mode, ça veut dire tous les acteurs, c'est-à-dire les médecins, les directeurs d'hôpitaux, mais c'est les patients, les paramédicaux, les professionnels non soignants, etc. Ça veut pas dire un joyeux bazar. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait. Encore voilà un terme tout nouveau qu'on remet au goût du jour. C'est juste de se dire tout simplement qu'en général, la personne la plus pertinente, parce qu'elle comprend et connaît viscéralement les problèmes de l'endroit où elle travaille, eh bien, sa parole, elle va pas être pertinente. Surtout, on va pas demander au brancardier de savoir comment on va construire l'ensemble de l'hôpital. En revanche, le brancardier, comme j'ai pu le voir, je donne une anecdote, je suis arrivé dans un service et la porte du service était défoncée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais c'est les brancardiers qui ont été obligés d'exploser la porte car les brancards ne passaient pas. On va peut-être donc pas demander à un brancardier d'être architecte. Par contre, ce qui est certain, c'est que si le brancardier avait été consulté, il aurait dit, les gars, ça passe pas. Ça paraît tout à fait bête, mais c'est, je crois, ce jour-là, j'ai vraiment compris que cette privation de l'expérience et de l'écoute des autres professionnels nous coûtait cher à tout point de vue, et y compris, évidemment, sur la santé des patients.
Ce qui m'amène à la question de la pluriprofessionnalité que j'évoquais, deuxième thème. Je crois que s'il y avait une ligne à garder, c'est donner à chacun et à chacune la possibilité d'arriver au maximum de ses compétences, de ses capacités, de se faire plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire redéfinir les compétences de toutes les professions, les unes entre les autres. Évidemment, moi, je suis président du syndicat des internes, donc ça veut dire aussi redéfinir les compétences entre les médecins et les professionnels paramédicaux, les infirmiers notamment, mais pas que. Et comment on redéfinit correctement? Évidemment, l'idée, c'est pas de jeter ça dans un texte de façon un peu brutale, mais c'est tout simplement d'abord de se réunir, de réfléchir ensemble à ce qu'est la réalité de notre métier aujourd'hui et ce qu'on fait réellement. Il y a tout un tas de compétences qui sont aujourd'hui déléguées ou transférées aux infirmiers, qui sont déléguées et transférées non pas parce que ça sort d'un chapeau, mais parce que c'était des compétences qui étaient de facto réalisées la plupart du temps. On vient presque entériner ce qui était une réalité. Ce qui est important, en tout cas, c'est de pouvoir y travailler ensemble, parce que si on n'arrive pas à articuler la machine, là, le parent pauvre de tout ça, ce sera le patient, parce qu'on n'arrivera pas à travailler correctement. Donc, il faut le faire ensemble. Et évidemment qu'il y aura des corporatismes, et évidemment, et de notre côté, et du vôtre, et des autres, etc. Et c'est là où le pouvoir et la puissance politique est essentielle. Elle est là pour mettre tout le monde autour de la table, de dire, vous avez un travail à réaliser, réalisez-le, réalisez bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est nous qui tirerons qui terminerons la récréation, et ce sera très bien comme ça aussi. Mais c'est important de commencer par ce travail commun. Et donc, c'est réinventer la manière de prendre en charge, avec un objectif toujours le même. Et je crois que celui-ci, il faut jamais s'en départir, c'est la qualité des soins pour tous les patients, en ville, à l'hôpital et ailleurs. Troisième point, la question de la santé globale. Alors là, c'est quelque chose que j'adore. Moi, j'étais allé au topo sur One Health. Pourquoi je dis que j'adore ça? C'est parce que One Health, si on le résume, c'est dans les années 2000, des personnes qui ont dit quand même, il y a un lien entre santé humaine, santé animale, santé environnementale. Si je l'exprime de façon peut-être un peu plus vulgaire, je dirais c'est que il y a un type un jour qui a compris que si on balançait des merdes dans le champ et qu'on mangeait les patates, on était malade. C'est assez incroyable qu'il ait fallu attendre 2020 pour se poser des questions comme ça. Alors j'adore, on a donné une appellation britannique anglo-saxonne à cela pour faire penser que tout cela était très innovant. Non, j'ai l'impression tout simplement qu'on a réussi à reconnecter 2-3 neurones de bon sens qu'on pouvait avoir précédemment. Et donc ce qui me fait venir à cette question-là, c'est de se dire que ces 50 dernières années, on a eu une médecine qui, sur le plan technique, une santé en général, sur le plan technique, qui a été extraordinairement performante. Mais on est devenu si obsédé par la performance technique, si obsédé par l'objet, par l'outil, en oubliant l'ouvrier et la personne que ça doit servir, qu'aujourd'hui, on a des colloques entiers sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour dépister des pathologies, mais qu'on est toujours incapable de transférer un dossier entre deux établissements, parfois même 2 établissements publics. Et là, je cite un groupe d'établissements que je connais bien, qui est la PHP, qui, et je pense, devrait être érigé au même titre que la Tour Eiffel en monument national, tant une usine à gaz de cette qualité n'a pas été réalisée depuis plusieurs siècles probablement. Et donc, ça me fait venir au fait que le patient, il doit être au cœur. Il doit être au cœur de ça. Et le soignant aussi. Pourquoi il doit être au cœur? C'est parce que voilà bien un système particulier. Et ce système particulier, il pense le système de santé comme un agglomérat d'établissements et de professionnels, en oubliant tout simplement qu'un patient, qu'est-ce qu'il fait? Un patient, c'est quelqu'un qui va voir un praticien en ville, qui peut être un médecin ou pas un médecin, qui peut être un kiné, qui peut être un infirmier, une infirmière, qui va aller en clinique, puis à l'hôpital. Et cette cohérence, ce lien entre tout cela, il n'est pas réalisé. Et il y a un élément pour le réaliser, ce qui m'amène au dernier point. Et je crois que la Dominique Pont a été splendide. En réalité, j'aurais pu le paraphraser, j'aurais été tout aussi heureux, tout aussi satisfait de l'intervention. Je sais pas si c'est le vent toulousain qui souffle bizarrement chez nous. En tout cas, je l'ai trouvé particulièrement brillant dans tout ce qu'il a pu dire.
Et ça veut dire que la technique, elle doit se mettre au service de l'humain. Donc, je veux dire, au lieu de s'ébahir du dernier robot, qui est probablement très intéressant, peut-être que c'est aussi évidemment très intéressant pour faire des lignes, que de dire on a réussi à faire une greffe rénale par voie vaginale avec un robot. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement qu'on arrête de voir des patients arriver aux urgences avec des piles de dossiers sur le ventre parce que on a été incapable de transférer leur dossier. Cette incapacité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cause de la souffrance à tout le monde, de la souffrance aux professionnels parce que ça leur fait faire des tâches rébarbatives et inutiles, et de la souffrance pour le patient par la perte de chance dans la prise en charge. Donc il faut éviter d'être obsédé par l'outil, repenser à l'ouvrier, repenser à la personne que ça doit servir. Et de ce point de vue-là, l'espace patient, je crois que c'est une excellente, même je suis certain que c'est une excellente initiative, mais il faut qu'il soit abondé, il faut que ça devienne un outil unique, une obsession pour tous. Et je suis certain que ça apportera beaucoup à toutes les patientes et tous les patients en France. Alors, je conclus en vous disant que les internes, évidemment, on restera toujours mobilisés pour les patients, auprès de vous, parce qu'on travaille ensemble, qu'on est des équipes. Je crois que ça, c'est parfaitement ancré dans la jeune génération, et ça commençait à l'être assez fermement aussi dans celle qui nous a précédés. Mais j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est que aujourd'hui, les derniers chiffres, à l'image d'ailleurs des études d'infirmières et d'infirmiers, montrent que 18% des étudiants en médecine abandonnent leurs études. 18%. Ce qui veut dire aussi qu'on ne prend pas en compte toutes celles et ceux qui sont diplômés et qui ne pratiquent pas après. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour deux raisons. Un, parce que au jour où tous les candidats à la présidentielle se ruent sur la question de l'accès aux soins, mais j'ai envie de dire la première chose à faire, c'est peut-être d'éviter l'hémorragie, mais éviter l'hémorragie, c'est de se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on apprend le soin? Comment on apprend? Et quelle est la qualité de vie des personnes qui se forment dans notre système de santé? C'est absolument essentiel. Et donc, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que au fond, les solutions de tout ça, eh bien, elles viennent de nous, et c'est pour ça qu'on s'en saisit. On s'en saisit par rapport à nos propositions dans les présidentielles, mais elles viennent surtout, je crois, cette impulsion de la part des hommes et des femmes de politique. On est à quelques mois des élections présidentielles, et s'il y a bien quelque chose qui nous chagrine en tant qu'interne et qui me chagrine personnellement, c'est le manque d'ambition qu'il peut y avoir dans la refonte de nos systèmes de santé. On a l'impression là aussi de voir un agglomérat de mesures, plus des punchlines qui auraient été médiées et poussées par des conseillers en communication qu'une vraie solidité politique. Et ça, c'est bien triste, parce que repenser la santé de demain, ça n'est pas penser que la santé, c'est repenser la façon dont on prend soin de soi dans notre pays, c'est de repenser la relation avec le patient, et c'est repenser l'aménagement du territoire. Et tous ces sujets, ils ne sont malheureusement que peu abordés. Donc, si j'avais un vœu à formuler pour en terminer, c'est que tous ces grands débats, toutes ces grandes questions sociétales, celles qui irriguent la santé d'aujourd'hui et de demain, eh bien, j'espère qu'elles seront débattues, et très largement débattues, pour les présidentielles à venir. Merci beaucoup. Merci infiniment, Gaëtan Casanova, pour ce discours de vérité, autant sur les constats que sur l'air sain de Toulouse. Donc, je passerai ensuite la parole à Mathilde Padilla. Vous êtes présidente de la FNESI, et en préparant ce colloque, on a eu un échange et vous nous avez indiqué que vous dressiez un constat du système de santé fragilisé, mais que vous souhaitiez être optimiste. Vous nous avez dit, et je vous cite, « Aujourd'hui, la profession infirmière qui est sur tous les fronts doit être davantage valorisée dans une logique de complémentarité avec les autres professionnels de santé. » Selon vous, la profession infirmière, est-ce qu'elle peut être le moteur du renouvellement de notre système de santé que tous les acteurs appellent? Et vous faites des travaux aussi en ce moment. Pouvez-vous nous parler de ces travaux, s'il vous plaît? Bien sûr, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, comme énoncé, je m'appelle Mathilde Padilla et je suis présidente de la FNESI. Du coup, je me tiens aujourd'hui face à vous en tant que représentante des étudiants et des étudiantes en sciences infirmières, donc en tant que représentante de la nouvelle génération, des soignants et des soignantes qui vont, dans quelques mois pour certains et dans quelques années pour d'autres, venir à vos côtés pour soigner.
Moi, je représente ces jeunes qui, comme vous, ont connu 2 ans, bientôt 3, on n'espère pas, de crise sanitaire sans précédent, une crise inédite, incertaine, qui a mis en lumière beaucoup de thématiques, autant positives que négatives. Je représente ces jeunes qui ont participé sans relâche à l'effort formidable d'un système de santé entier. Les étudiants qui sont bien plus jeunes qu'avant, d'ailleurs, avec l'arrivée de Parcoursup, qui ont en moyenne 19 ans et qui se tournent vers des contrats plus courts, qui ont besoin de découvrir une pluralité de services avant de s'engager. On sent bien qu'il y a un renouveau au niveau des générations et que les attentes, elles sont différentes. Je représente ces mêmes jeunes, ces futurs professionnels qui se demandent aujourd'hui à quoi va ressembler mon métier dans les années à venir. Qu'est-ce que cette crise, elle a changé au final? Et qu'est-ce que moi, en tant qu'étudiant ou étudiante, j'espère du système de santé de demain? Justement, c'est à ce propos qu'on m'a proposé d'intervenir, et c'est pour porter leur voix, et évidemment la mienne, que je suis présente aujourd'hui. Je profite de ce moment pour remercier très chaleureusement l'Ordre national infirmier, merci beaucoup Patrick, pour l'invitation et de me laisser la parole, et de laisser la parole aux étudiants. Que veut la nouvelle génération pour le système de santé de demain? Déjà, on va revenir rapidement sur le terme de génération, parce que depuis quelques temps, sont qualifiés un peu injustement les étudiants de génération Covid, d'étudiants qui ont appris en fait à soigner dans la crise Covid. Cette appellation, elle a pour conséquence auprès des étudiants de souhait de reporter leur diplomation parce qu'ils ne se sentent pas légitimes d'exercer ou qu'ils se sentent un peu dépassés par la situation et par la mobilisation. Moi, plutôt que de les qualifier comme ça, je préférais la qualifier comme une génération qui a appris. Une génération qui s'est investie et une génération qui a fait preuve d'une responsabilité professionnelle dès leurs études et surtout une génération qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la nouvelle génération d'étudiants et d'étudiantes en sciences infirmières? C'est déjà, je pense que ça a été cité très largement avant, mais c'est une reconnaissance. La place de l'infirmier et de l'infirmière au sein du système de soins, elle est plus approuvée. Déjà, en tant qu'étudiant, à notre arrivée dans les services, on se rend compte que les infirmiers et les infirmières, ils sont polyvalents. Soins techniques, relationnels, gestion d'équipe, tâches administratives, gestion des émotions et de la douleur. Nos tâches, elles sont multiples et variées. Et c'est un métier complet, difficile, exigeant. D'autant plus quand on l'apprend. C'est un métier qui nous demande beaucoup de compétences. Une patience, de l'adaptabilité, un questionnement professionnel et personnel. Et en plus de cela, on fait des horaires décalés, on met nos vies de côté, nos vies de famille et nos vies personnelles. Bien que cela soit fait avec âme et conscience, je pense qu'il est légitime pour ces femmes et ces hommes d'être reconnus et d'être estimés pour leur engagement. J'ai utilisé le mot engagement, car le métier d'infirmier et d'infirmière, et plus légèrement le métier de soignant, demande une mobilisation sans faille à côté du patient, durant l'entièreté de sa prise en charge. On fait face aujourd'hui, et c'est partout dans la presse, à une réelle problématique, une crise identitaire de la profession. Les infirmiers et les infirmières ne se reconnaissent plus dans l'hôpital, jusqu'à le quitter pour exercer ailleurs ou définitivement changer de métier. J'ai pu du coup participer à différents colloques, et d'ailleurs, selon l'observatoire de la MNH de 2021, il y a 68% des actifs hospitaliers qui ont changé de métier. C'est énorme. Pourquoi ? Selon le même observatoire, seuls 36% d'entre eux se sont écoutés, 28% estiment avoir des perspectives d'évolution motivantes et 24% se sentent reconnus à leur juste valeur. Et pour les étudiants, c'est pareil. Selon l'enquête de la Fédération hospitalière de France, du CEFIEC et de la FNESI en 2021, ça révèle que 70% des étudiants interrogés déclarent ne pas être confiants dans l'avenir du système de santé. Les principales craintes des étudiants, c'est le burn-out avec 69% et la perte de sens au travail avec 35%. Ces chiffres, ils sont un peu inquiétants quand même. Mais ils témoignent d'un réel message des professionnels et des futurs professionnels. Ils veulent être estimés et valorisés pour leur travail. Il est important de leur donner cette reconnaissance en recrutant plus de soignants, en leur parlant de santé mentale, de bien-être, en leur donnant des moyens de soigner correctement. Car en investissant pour les professionnels, on investit pour les étudiants et les futurs soignants. Avec plus de professionnels, on donne plus d'encadrement. Avec une bonne santé mentale, on promouvoit l'apprentissage bienveillant. Et avec des moyens, on comprend mieux. On nous raconte souvent l'histoire de l'effet papillon. C'est un petit battement d'aile qui peut provoquer une grande tempête. C'est la même chose pour nous. Les étudiants sont le reflet de l'état du système de santé actuel. En leur donnant bien-être et sérénité, on leur donne toutes les raisons de rester. Car c'est un stage qui se passe bien, c'est un étudiant qui revient et qui reste dans le système de santé. Il n'y a pas de petites actions. Chaque bonne initiative est bonne à prendre. Il faut leur donner toutes les raisons d'y croire et surtout d'avoir envie de s'engager. On rejoint la position de l'Ordre national infirmier sur la création d'un décret par compétence, permettant la continuité logique avec une formation et une valorisation de l'exercice infirmier et de l'infirmière, en tant que professionnel compétent et non un exécutant comme beaucoup semblent le dire parfois. Après tout ça, on défend aussi beaucoup d'idées, l'innovation pour s'épanouir.
Il faut innover, notamment avec le nouveau enjeux de santé et les populations vieillissantes, l'explosion des maladies chroniques, avec un infirmier et une infirmière qui a un rôle central. Il faut permettre aujourd'hui de faire de la recherche. Ça a été cité par Patrick, mais du coup, la recherche, c'est quelque chose qui permettra une évolution certaine de notre métier. Il faut pour ça une intégration organique et pleine des études en sciences infirmières à l'université. Il faut que les étudiants puissent avoir les ressources à portée de main pour pouvoir continuer à s'interroger sur notre profession. Aujourd'hui, on est un peu en retard, la France. Enfin, par exemple, quand on parle du Canada, qui ont aujourd'hui des docteurs en sciences infirmières, aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts d'une main en France. Il faut pouvoir promouvoir cette recherche qui est essentielle et qui répondra de manière efficace aux enjeux du système de santé. Il faut pouvoir promouvoir la simulation. On a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. Il faut pouvoir promouvoir la pédagogie innovante, seule, en promotion, en interpromotion, qui a été citée par Gaëtan aussi très justement tout à l'heure. Il faut pouvoir se donner les capacités de travailler ensemble. Notre autre idée, c'est se connaître entre nous pour travailler convenablement en équipe. Tout à l'heure, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé a cité le service sanitaire des étudiants en santé. C'est une bonne démarche, mais il faut continuer. Il faut pouvoir permettre la mutualisation des enseignements, commencer dès les études à se connaître entre professions pour arrêter d'avoir peur les uns des autres. Il faut pouvoir rencontrer et connaître les disciplines de chacun afin de pouvoir s'apprivoiser et qu'une fois arrivé dans le système de santé, on puisse se compléter en fait. Parce que toutes nos professions sont complémentaires. C'est pour ça qu'on parle d'équipe pluridisciplinaire. Il faut aussi pouvoir rencontrer des patients experts beaucoup plus souvent. Il faut pouvoir reprendre et pouvoir témoigner d'une réelle évolution du métier. Il faut des soins plus sécuritaires et plus respectueux pour toutes et tous. De toute façon, la formation en soins infirmiers, elle reste attractive. C'est la première formation demandée sur la plateforme Parcoursup depuis son arrivée en 2019. C'est plus d'1 million de vœux formulés sur la plateforme et c'est les établissements les plus demandés avant la passe. Il faut donc garder cette attractivité et essayer de pallier à cette espèce de grande déception quand on arrive en première année et qu'on se dit « Oula, c'est pas du tout ce que je m'imaginais ». Il faudrait justement que l'hôpital public corresponde à l'image que se font les étudiants, en valorisant les contrats, avec un hôpital plus respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement est un enjeu très important pour les jeunes. On a pu notamment le prouver. Il y a eu un rapport qui a été produit par le Shift Project de la HESP sur décarbonisons la santé, qui parle notamment de l'empreinte carbone de l'hôpital et qui parle de promouvoir des initiatives vertes et des réflexions sur les périssables. En bref, énormément de choses très intéressantes qui sont des enjeux qui concernent les étudiants. Il faut leur donner la capacité de faire des projets, d'avoir des perspectives d'avenir. En bref, il faut miser sur les générations de demain. C'est vraiment eux qui feront le futur et c'est eux qui pourront en fait un peu casser tous les codes avec les nouvelles générations qui arrivent. C'est vrai qu'on a une fracture assez importante avec les nouvelles générations qui changent du tout au tout et qui aujourd'hui sont, selon nous, une chance, qui vont permettre un espoir, un renouveau en 2022, mais aussi sur les prochaines années. Il faut replacer l'humain au centre et une unité au sein de notre profession. Il ne faut pas lésiner non plus sur les efforts et ne soyons pas timides. Nous avons un enjeu qui est très important et qui concerne tout le monde, la santé. Il faut des vraies mesures et des vrais investissements dans ce sens. Il faut investir de manière durable et respectueuse pour le système de santé de demain. Donc pour répondre à la question, les nouvelles générations veulent un hôpital qui leur ressemble, dynamique, humain, innovant et précurseur. Merci beaucoup.